Imagine que nous avons un vaisseau spatial. Ce n'est pas un vaisseau magique comme le Faucon Millennium, mais un vrai vaisseau spatial réalisable de notre vivant avec la technologie actuelle. Cela signifie que nous ne pouvons pas visiter chaque étoile dans le ciel, mais cela veut dire que nous pouvons visiter chaque planète de notre propre système solaire. Pensez-y comme à une sorte de liste de destinations planétaires à cocher. Maintenant, combien de temps faudrait-il pour toutes les cocher ? Eh bien, la réponse est plus compliquée que vous ne le pensez, car pour naviguer dans l'espace, il nous faut lutter contre les forces primordiales de l'univers et repousser les limites de ce qui est physiquement possible avec notre modeste vaisseau spatial. Maintenant, comme pour tout bon voyage, la première chose dont nous aurons besoin est une carte, sauf que notre carte du système solaire n'est pas comme celle que vous avez déjà utilisée. Ici, le principal changement est qu'on ne peut pas simplement mesurer une distance entre deux points. La raison tient au mouvement. Tout dans le système solaire est en mouvement constant en orbite autour du Soleil, ce qui signifie qu'il n'y a pas de ligne droite, seulement des courbes. Et en ce moment, la Terre fonce autour du Soleil à environ 107 000 km/h, tandis que chaque autre planète se déplace aussi dans sa propre orbite unique, à sa propre vitesse. Donc, quand nous lançons un vaisseau spatial vers Jupiter, nous ne visons pas l'endroit où se trouve Jupiter, mais l'endroit où Jupiter sera au moment où nous arriverons. C'est comme lancer une fléchette sur une cible mouvante depuis une voiture en marche. Et pour ajouter une couche supplémentaire de complications, en ce qui concerne les voyages spatiaux, vous n'avez qu'une seule chance d'atteindre cette cible. Si vous ratez, alors c'est une décennie de travail et quelques centaines de millions de dollars qui partent à la poubelle. Si nous n'avons aucune marge d'erreur, c'est à cause du carburant. C'est notre ressource la plus précieuse dans l'espace. Imaginez que vous conduisez vers une destination et que votre voiture contient exactement la quantité d'essence nécessaire pour arriver à destination en roulant de la façon la plus efficace possible. Donc, si vous prenez une seule mauvaise direction, vous n'arriverez pas. Même en conduisant trop vite ou en ralentissant trop, le carburant s'épuisera avant que vous n'arriviez. Ça a l'air stressant, non ? Et c'est à ça que ressemblera chaque voyage à travers le système solaire. Donc, pour tirer le meilleur parti du peu de carburant dont nous disposons, nous devons travailler en harmonie avec la force la plus puissante de l'univers, la gravité. Malheureusement, avant de pouvoir travailler avec la gravité, nous devons d'abord lutter contre elle. Pour atteindre l'espace, nous devons d'abord nous libérer de la gravité terrestre. Ce n'est pas la partie la plus difficile du voyage, mais celle qui demande le plus d'énergie. Notre fusée consomme assez de carburant pour remplir une piscine olympique chaque seconde pendant les 2 minutes nécessaires simplement pour s'élever au-dessus de l'atmosphère terrestre et franchir la ligne invisible vers l'espace. Nous sommes maintenant officiellement en orbite autour de la Terre. En maintenant une vitesse de plus de 20 000 km/h plus rapide que la vitesse à laquelle la Terre elle-même se déplace, nous pouvons effectivement échapper à l'attraction gravitationnelle de la Terre et voyager en mouvement circulaire autour de la planète. C'est maintenant que les choses commencent à devenir un peu étranges. Voici notre introduction à la mécanique orbitale. De notre point de vue, nous voyageons en ligne droite. Le vaisseau ne se dirige pas autour de la Terre comme sur un circuit NASCAR. La gravité terrestre courbe l'espace et façonne notre trajectoire en une courbe. Plus nous poussons fort avec nos moteurs contre la gravité, c'est-à-dire plus nous allons vite et plus nous brûlons de carburant, plus cette courbe deviendra droite et plus nous pourrons nous éloigner de la planète. A l'inverse, si nous ralentissions à partir d'ici, la gravité courberait notre trajectoire encore plus fortement. Si la courbe devient trop forte, nous sommes sur une trajectoire de collision avec la surface de la Terre. Nous ne voulons pas faire cela. Donc, en doublant notre vitesse jusqu'à dépasser celle de la Terre de plus de 40 000 km/h, nous allons enfin nous libérer complètement de la gravité terrestre et commencer notre voyage interplanétaire. Cela porte notre vitesse totale par rapport au Soleil à environ 150 000 km/h. Nous devons désormais devenir un autre objet filant à travers le système solaire, mais il reste encore quelques limites ici. Tout comme chaque autre planète, lune, astéroïde et comète, nous sommes capturés par la gravité du Soleil. C'est comme orbiter autour de la Terre, mais à une bien plus grande échelle. Parce que la majorité du système solaire existe dans un même plan, il n'y a essentiellement que 2 directions dans lesquelles nous pouvons voyager, soit vers le Soleil, soit en s'en éloignant. Peu importe notre direction, notre trajectoire sera courbée autour du puits gravitationnel. Rappelez-vous, pas de ligne droite. Comme en orbite autour de la Terre, nous contrôlons notre trajectoire en accélérant ou ralentissant.
Ça a l'air assez simple, et si notre but était simplement de voyager sans but à travers le système solaire, alors ce serait relativement facile. Mais si nous voulons diriger notre vaisseau spatial vers une destination précise et ensuite nous mettre en orbite une fois arrivés, cela va nécessiter des calculs très sérieux. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de meilleure façon de comprendre cela qu'en se lançant. Alors, mettons le cap sur la première planète à partir du Soleil, Mercure. Vous pourriez être surpris d'apprendre que Mercure est en fait la planète la plus difficile à atteindre pour nous. Cela en fait un excellent choix pour notre première mission, car si nous arrivons à comprendre comment y aller, tout ce que nous apprendrons en chemin nous préparera facilement à conquérir le reste du système solaire. En termes de distance, Mercure est relativement proche de la Terre, à environ 80 millions de kilomètres, mais il orbite encore plus près du Soleil, à une distance moyenne de 58 millions de kilomètres. Et comme Mercure se trouve si profondément dans le puits gravitationnel du Soleil, il doit se déplacer très rapidement pour éviter d'être attiré vers lui. Donc, la planète orbite à environ 170 000 km/h. À notre vitesse actuelle, nous avons deux défis à relever. Le premier est de ralentir suffisamment pour commencer à tomber vers le Soleil, et le second est de contrôler cette chute de manière à arriver en toute sécurité en orbite autour de Mercure, sans finir par aller beaucoup trop loin. Donc, depuis notre position, en orbite juste au-delà de la Terre, nous devons considérablement ralentir en réduisant notre vitesse de presque moitié. Donc, nous annulons tout le gain que nous avons réalisé pour échapper à la gravité de la Terre, et même plus. Ainsi, nous cédons volontairement à la gravité du Soleil, laissant notre trajectoire se courber vers le bas jusqu'à croiser l'orbite de Mercure. Et ça, c'est en fait la partie facile. Cela signifie brûler une autre partie de notre réserve limitée de carburant, mais cela nous prépare aussi à un problème encore plus important à résoudre. Tomber sous l'effet de la gravité du Soleil, c'est comme dévaler une colline. Au début, vous dévalez lentement, mais plus vous tombez, plus vous allez vite. Dans le contexte du Soleil, plus vous vous en approchez, plus sa gravité vous attire fortement. Donc, même si nous devons ralentir au début, en réalité, nous allons finir par aller beaucoup plus vite à mesure que nous approchons du Soleil. En théorie, cela va nous aider à rattraper Mercure, mais le vrai défi, c'est qu'en réalité, nous allons finir par aller trop vite une fois arrivés aussi près. Notre chute le long de la pente gravitationnelle va accélérer le vaisseau jusqu'à environ 210 000 km/h. C'est là que nous se situe notre défi. Le vaisseau doit ralentir une seconde fois, sinon nous passerons tout droit devant Mercure. C'est un peu ce qui est arrivé à l'ancienne mission NASA Mariner 10. Elle a été lancée en 1973 et a utilisé la méthode de la descente pour arriver à Mercure en environ 5 mois. Le seul inconvénient était qu'en arrivant aussi vite, la sonde était totalement incapable de ralentir suffisamment pour se mettre en orbite autour de la planète. Elle a donc recueilli un maximum de données en passant devant Mercure. Maintenant, en théorie, nous pourrions rallumer nos moteurs pour éliminer tout l'excès de vitesse, mais cela pousserait notre réserve de carburant bien au-delà de tout ce qui pourrait être considéré comme réaliste, d'où le sort de Mariner 10. Et en réalité, il n'y a eu qu'une seule mission de la NASA qui a réussi à se mettre en orbite autour de Mercure. Il s'agit de la sonde Messenger lancée en 2004 et il lui a fallu 6 ans et demi pour accomplir le voyage depuis la Terre. La raison pour laquelle cela a pris autant de temps, c'est parce que cette sonde a utilisé la gravité de la Terre, de Vénus et de Mercure pour obtenir le même résultat que si elle avait brûlé une quantité de carburant impossible à emporter. Le principal inconvénient, c'est que cela va nécessiter plusieurs tours autour du Soleil afin que toutes ces rencontres planétaires jouent en notre faveur, d'où le voyage qui dure plusieurs années. Donc, en suivant la trajectoire tracée par la sonde Messenger, notre première cible sur le trajet vers Mercure sera en réalité la planète Vénus. L'idée, c'est que nous tombons vers le Soleil de manière à passer juste à côté de Vénus, et l'objectif sera de s'approcher suffisamment de cette planète pour que sa propre gravité commence à influencer la direction de notre vaisseau spatial. Nous appelons cette manœuvre une assistance gravitationnelle parce qu'en gros, nous l'utilisons pour nous aider à diriger notre vaisseau. Et si la gravité est responsable du changement de direction, cela signifie que les moteurs n'ont pas à faire autant d'efforts, et donc nous économisons notre carburant. Dans ce cas, nous allons nous rapprocher pour que la gravité de Vénus redirige légèrement notre trajectoire vers le haut. Nous tombons toujours vers le Soleil, mais la pente est désormais moins raide. Cela va nous permettre de faire tout le tour du Soleil et de rattraper Vénus à nouveau pour une deuxième assistance gravitationnelle. Mais cette fois, nous nous rapprochons beaucoup plus de la planète elle-même, à seulement quelques centaines de kilomètres.
Cela va donc permettre à la gravité de courber notre trajectoire encore davantage. Et ce changement de direction nous prépare à notre première rencontre avec Mercure. La sonde Messenger, sur laquelle nous basons notre plan de vol, a dû passer à proximité de Mercure 3 fois sur une période de près de 2 ans. À chaque rencontre, la gravité de Mercure courbe la trajectoire de notre vaisseau spatial un tout petit peu à chaque fois, nous rapprochant de plus en plus de l'orbite de la planète elle-même. Après la 3e assistance gravitationnelle de Mercure, nous sommes assez proches pour corriger la trajectoire et placer notre vaisseau en orbite stable autour de la planète. Nous devons rallumer les moteurs principaux pour la première fois depuis le début de notre chute vers le Soleil et chronométrer la poussée pour nous ralentir en passant près de Mercure. La petite planète a une gravité relativement faible, seulement environ un tiers de celle de la Terre. Mais si nous pouvons suffisamment ralentir au bon moment, alors la gravité de Mercure pourra tirer plus fort sur notre vaisseau que celle du Soleil, et la trajectoire de notre vaisseau sera courbée jusqu'à former une orbite stable autour de la planète. En résumé, si nous disposons d'un vaisseau plus grand et puissant que l'ancienne sonde Messenger, mais en acceptant aussi que nous devrons effectuer une série similaire d'assistances gravitationnelles pour verrouiller notre trajectoire finale et accomplir de nombreux tours autour du Soleil avant d'arriver, le voyage de la Terre à Mercure va nous prendre environ 5 ans. Bonne nouvelle, tous les voyages interplanétaires ne sont pas aussi compliqués. Quand nous regardons Vénus, nous voyons notre voisine planétaire la plus proche et notre trajet le plus court à travers le système solaire. Mais cela ne signifie pas que ce voyage sera ennuyeux. Dès notre départ, juste au-delà de la gravité terrestre, nous devons descendre vers le Soleil, allumer notre moteur principal pour réduire notre élan orbital et amorcer la descente gravitationnelle. Nous atteindrons Vénus rapidement. En 4 mois, la gravité du Soleil nous entraînera vers l'orbite de la prochaine planète. Comme pour Mercure, nous allons trop vite pour que la gravité de Vénus nous capture. Sans moyen de ralentir, nous passerons simplement tout droit. Heureusement, nous avons plus d'options à notre disposition cette fois-ci. D'abord, Vénus est une planète bien plus grande que Mercure, donc sa gravité a presque 3 fois plus de puissance pour courber notre trajectoire et nous attirer en orbite. Et deuxièmement, Vénus possède une atmosphère. Elle est très épaisse, presque 100 fois plus dense que celle de la Terre. Donc, en volant très près de la planète et en effleurant le bord supérieur de l'atmosphère, on peut vraiment ralentir beaucoup simplement grâce à la traînée aérodynamique. Et en combinant ces deux forces naturelles avec une puissante poussée de notre moteur principal, nous pouvons insérer notre vaisseau en orbite autour de Vénus moins de 5 mois après avoir quitté la Terre. Quand il s'agit d'atteindre notre prochaine destination, Mars, c'est là que tout change. Parce que cette fois, nous devons nous éloigner du Soleil pour la première fois. Et cela signifie qu'il s'agit d'accélérer dans le système solaire, de gravir la pente de la gravité du Soleil au lieu de la descendre. Et pourtant, ralentir sera désormais encore plus difficile. Au cours des 4 dernières décennies, des vaisseaux spatiaux venant de la Terre ont déjà volé vers Mars à de nombreuses reprises. C'est de loin notre voisine planétaire la plus visitée, alors nous avons mis au point une méthode pour y aller qui privilégie l'efficacité plutôt que la vitesse maximale. Et cela s'appelle l'orbite de transfert de Hohmann. Nous attendons que Mars et la Terre s'alignent lors de leur rapprochement, événement qui survient tous les 2 ans. Durant cette période, il suffit de lancer notre vaisseau depuis la Terre et d'accélérer à une vitesse légèrement supérieure à celle de notre planète. Cela suffit à nous élever et à nous éloigner du Soleil. En théorie, nous pourrions accélérer beaucoup plus et arriver sur Mars très rapidement, mais cela ne ferait que compliquer les choses lorsque nous arriverons réellement. Parce que Mars est plus éloigné du Soleil que la Terre, elle se déplace à une vitesse bien plus lente. Donc, si nous accélérons pour nous éloigner de la Terre en ce moment, alors nous allons devoir beaucoup ralentir au moment où nous atteindrons Mars, passant d'environ 150 000 km/h à 86 000. Contrairement à Mercure, aucune planète ne permet une assistance gravitationnelle. Et contrairement à Vénus, Mars n'a pas d'atmosphère dense pour nous ralentir. Mars a une gravité bien plus faible, donc tout dépend de l'utilisation des moteurs et de la combustion du carburant pour réduire assez la vitesse et atteindre l'orbite martienne. C'est pourquoi il faut jusqu'à 8 mois pour atteindre Mars. Nous pourrions y arriver plus vite, mais nous ne pourrions pas assez ralentir pour y rester. Jupiter marque le début des choses vraiment intéressantes, car c'est notre première exploration aussi loin dans le système solaire.
Vous voyez, Jupiter est 5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre, ce qui signifie que nous avons encore un long voyage devant nous. Cette distance signifie que nous ne pouvons pas simplement passer d'une orbite à l'autre comme nous l'avons fait pour Mars. À la place, nous revenons à la technique d'assistance gravitationnelle que nous avons utilisée pour atteindre Mercure. Lors de ce vol, nous avons utilisé la gravité de Vénus pour courber notre trajectoire vers le Soleil. Mais tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de changer notre approche, et nous pouvons en fait utiliser la gravité de la planète pour nous projeter directement sur une trajectoire vers Jupiter. Une fois en route, nous avons maintenant 2 défis à prendre en compte. Le premier est de traverser la ceinture d'astéroïdes. C'est une région de l'espace située entre Mars et Jupiter qui contient des centaines de milliers d'objets rocheux allant de grains de poussière à des astéroïdes de la taille de petites lunes. Et à la vitesse à laquelle nous voyageons en ce moment, même être percuté par un très petit rocher aurait des conséquences catastrophiques. Si nous étions dans un film de science-fiction, ce serait inquiétant. Mais en réalité, là-bas, c'est surtout vide. Les rochers sont tellement espacés que vous pourriez traverser la ceinture une centaine de fois et, statistiquement, ne jamais risquer d'en toucher un. Donc, après avoir traversé la ceinture d'astéroïdes, nous rencontrons le deuxième défi, c'est Jupiter elle-même. Cette planète est gigantesque. Elle est 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Donc, la force de gravité autour de Jupiter est tout aussi puissante, presque comme un petit soleil. Ce qui veut dire que tout comme le Soleil, la gravité de Jupiter commence à nous attirer à mesure que nous nous rapprochons. Donc, on passe du fait de gravir la pente de la gravité du Soleil à celui de dévaler la pente de la gravité de Jupiter. Ça nous aide clairement à arriver plus vite à destination, mais ça ramène aussi un vieil ennemi. Vous l'avez deviné, il s'agit de ralentir. Ici, dans l'espace lointain, loin de l'attraction intense de la gravité du Soleil, tout se déplace à un rythme beaucoup plus tranquille. Vous vous souvenez de Mercure qui tournait à 170 000 km/h. Eh bien, Jupiter se déplace à environ 47 000. Notre vaisseau voyage maintenant à plus de 5 fois cette vitesse, donc nous avons du travail à faire. La gravité de Jupiter est à la fois bénéfique et problématique. Elle nous attire et accélère notre vitesse, mais sa gravité si forte peut courber notre trajectoire en orbite, même si nous dépassons la planète. Il n'est donc pas nécessaire de réduire totalement notre vitesse pour suivre la lenteur de Jupiter. Il suffit de ralentir suffisamment pour être capturé par son puits gravitationnel. En 2016, lorsque la sonde Juno de la NASA s'est approchée de Jupiter sur une trajectoire similaire à la nôtre, elle a dû mettre à feu son moteur principal pendant 35 minutes d'affilée pour perdre assez de vitesse pour une capture orbitale. Donc, après être tombé vers le Soleil, avoir accéléré, fait le tour de Vénus, été projeté dans l'espace profond, traversé la ceinture d'astéroïdes, plongé vers Jupiter, puis ralenti à nouveau, il nous a fallu environ 3 ans pour arriver à ce point. Maintenant, voici une question vraiment intéressante. Que se passe-t-il si nous ne ralentissons pas à Jupiter? Eh bien, la réponse, c'est ainsi que nous ouvrons l'accès au reste du système solaire. Donc, pour atteindre Saturne, nous recommençons tout, mais cette fois, nous utilisons la gravité de Jupiter comme fronde gravitationnelle. Si nous gardons cette vitesse, nous irons trop vite pour que la gravité de Jupiter nous attire totalement, mais elle pourra quand même courber notre trajectoire lors du passage. C'est un peu comme tomber en bas d'une colline, prendre un virage serré à droite, puis remonter la colline. Donc toute la vitesse supplémentaire que nous avons gagnée en approchant de Jupiter, nous la perdons en nous éloignant. Les collines s'annulent un peu, mais la courbe de notre trajectoire nous a maintenant dirigés directement vers la planète Saturne. Notre principal défi maintenant, c'est la distance. Quand on regarde une carte typique du système solaire, Jupiter et Saturne peuvent sembler assez proches l'une de l'autre, mais c'est seulement pour créer une illustration facile à lire sur une seule page. Parce qu'en réalité, Saturne est presque 2 fois plus éloigné du Soleil que Jupiter. Nous passons donc plusieurs années à simplement voguer entre les deux géantes gazeuses, mais finalement, les anneaux de Saturne commencent à apparaître sous nos yeux. Maintenant, même si Saturne est vraiment grande, similaire à Jupiter en taille, elle est en réalité beaucoup moins massive, avec une masse d'environ 1/3 de celle de Jupiter. Cela signifie seulement environ 1/3 de la gravité. Donc, la force d'attraction à laquelle nos moteurs doivent s'opposer est bien moindre. Cela rend la manœuvre relativement facile pour ralentir notre véhicule et être capturé dans l'orbite de la planète. Ce temps de croisière supplémentaire prolonge notre voyage de la Terre à Saturne jusqu'à près de 7 ans. Et maintenant, le moment est venu de tourner notre regard vers Uranus.
Comme prévu, nous allons répéter le saut gravitationnel des planètes intérieures vers les extérieures et utiliser Jupiter comme point de lancement vers l'espace profond. Nous pouvons également ajouter Saturne à cette liste et utiliser sa gravité pour courber à nouveau notre trajectoire vers les confins du système solaire. Mais il y a un hic ici. Pour pouvoir utiliser plusieurs planètes pour des effets de fronde dans une telle séquence, elles doivent toutes être dans des positions très spécifiques au moment où vous partez de la Terre, alignées de façon à vous permettre de passer de l'une à l'autre. Malheureusement, cet alignement ne se produit pas souvent. Les sondes Voyager, lancées en 1977, ont profité de cet alignement planétaire rare qui a rendu possible le grand tour du système solaire. Mais cette opportunité ne se représentera pas avant l'année 2152. D'ici là, la propulsion supraluminique permettra d'aller partout instantanément, rendant cela sans importance. Un espoir subsiste pour Uranus de notre vivant. Il y a une fenêtre de lancement qui s'ouvre en 2031 et qui permettrait à un vaisseau spatial d'utiliser une assistance gravitationnelle autour de Vénus et de la Terre pour se lancer sur une trajectoire qui croiserait Uranus au bout d'environ 13 ans. Ce n'est pas si mal, sachant que la sonde Voyager 2 a mis environ 9 ans pour y parvenir grâce à un alignement planétaire exceptionnel. Neptune est désormais la planète la plus éloignée du Soleil, ou du moins c'est ce qu'on vous fait croire. Cette distance reste presque inimaginable pour l'esprit humain. Elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre, elle est 6 fois plus loin que Jupiter. Ici, la lumière du Soleil se fait à peine sentir. Après avoir utilisé l'assistance gravitationnelle d'Uranus, il a fallu à la sonde voyager encore 3 ans de voyage pour atteindre Neptune, soit environ 12 ans de temps de vol au total. Mais ces sondes n'avaient pas de moteur puissant à bord. Elles comptaient entièrement sur la gravité pour les guider aussi loin dans l'espace. Donc, sur une si longue distance, notre vaisseau spatial pourrait probablement commencer à combler son retard, même sans un alignement planétaire parfait. Notre temps de voyage serait donc de 15 ans maximum. Alors, techniquement, Pluton n'est pas une planète, ça dépend à qui vous demandez. Mais allons-y quand même, parce que c'est cool, et parce qu'il y a en fait eu une mission réussie de la NASA vers Pluton. C'était une sonde appelée New Horizons. Le seul problème, c'est qu'au moment où elle est arrivée jusqu'ici, à la toute limite du système solaire, il ne lui restait plus assez de carburant pour ralentir. Et se placer en orbite autour d'un objet aussi petit, se déplaçant à une vitesse aussi faible. Vous voyez, Pluton tourne autour du Soleil à environ 17 000 km/h alors que New Horizons se déplaçait à environ 83 000 km/h au moment où elle a atteint l'orbite de Pluton. En utilisant cette stratégie, la sonde a pu voyager de la Terre à Pluton en seulement 10 ans environ. Si nous voulions continuer notre série d'arrivées et de mises en orbite autour de chaque planète et non-planète, il nous faudrait alors près de 20 ans avant d'arriver réellement à Pluton pour y rester. D'accord, donc nous venons de visiter 8 planètes plus Pluton. Combien de temps cela prend-il au total ? Eh bien, si on additionne tout, nous avons passé un peu plus de 64 ans à voyager vers chaque destination du système solaire. Mieux vaut débuter ce type d'aventure jeune ou bien sélectionner sa destination favorite avec soin. Mais si vous voulez commencer à en apprendre davantage sur chaque planète, il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer que Mercure. Découvrez la découverte choquante que la NASA y a faite dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment.